Eh bien, bonjour, nous y sommes, mardi 7 septembre, à Marseille, chez Rougerie Tangram, pour un direct en marge du Congrès mondial de la nature de l'UICN. Quel bonheur de vous retrouver, pour l'instant en live à distance pour cette série d'émissions, avant de nous retrouver pour de vrai le 19 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Une grande et belle journée d'émissions spéciales, donc en direct de ce grand rendez-vous, s'il en est d'important, c'en est un, sur les enjeux biodiversité et nature. C'est ce dont nous allons parler toute la journée. Et pour démarrer en fanfare cette belle journée, ravi de ce très beau plateau. Regardez où nous sommes, rue des Phocéens, encore une fois, merci à Cité Fab, au BAM et à Rougerie Tangram de nous accueillir. On était hier au Parc Chano, on a inauguré cette fresque galerie du biomimétisme sur 51 mètres que les Marseillais et les Marseillaises peuvent aller voir, et tous ceux qui sont en visite au Congrès mondial. Mais aujourd'hui, on est ensemble pour aborder un certain nombre de sujets évidemment d'importance, et donc ravi autour de moi d'accueillir Delphine Bouvier, recherche et innovation directrice Green Sciences Programme chez L'Oréal. Bonjour Alain, merci de nous accueillir. Merci Delphine. Kalina Raskin, directrice générale du CEBIOS. Bonjour, merci à tous. On continue du côté de Kalina avec Raphaëla Legouvello, directrice présidente de Respect Océan. Merci Raphaëla d'être là. Oui, merci beaucoup et ravi d'être parmi ce plateau. Merci à vous. Emmanuel Delannoy, compagnon de route du biomimétisme depuis un certain nombre d'années, associé expert chez Picaya, mais spécialement aujourd'hui ici en tant que secrétaire général du comité français de l'UICN. Bonjour et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et merci Marion Touchard, en remplacement de Pierre-Yves Burlot que vous voyez à l'écran, qui a une obligation familiale, mais positive, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup Marion pour Sécher Environnement d'être là. Oui, bonjour à tous et merci en fait pour cet accueil. On est ravis d'être ici. Je suis ravie. Alors nous allons parler spécifiquement pendant ce plateau du lien entre on va dire la biodiversité et les entreprises. Entre la biodiversité et les enjeux des entreprises. Les enjeux de la biodiversité et les enjeux des entreprises sont-ils compatibles, conciliables, voire mutuellement bénéfiques ? On parle beaucoup en biomimétisme d'approche symbiotique, mycorhizienne, de bénéfices mutuels. On va essayer de dialoguer entre nous, donc n'hésitez pas à vous couper poliment la parole, à rebondir sur les propos des uns et des autres. Mais je veux bien pour l'entrée en matière qu'on démarre avec la plus grande entreprise autour de la table, L'Oréal. Merci Delphine Bouvier, parce que d'abord on se connaît bien, parce que le biomimétisme est un sujet maintenant reconnu d'importance stratégique chez L'Oréal pour faire de l'innovation, on va dire, à impact durable et positif. Mais parce que les enjeux développement durable et RSE sont aussi une longue histoire. Donc c'est vraiment important de rappeler déjà peut-être le chemin parcouru et les nouveaux objectifs. Je vous donne la parole dans une seconde, parce que souvent les entreprises ont tendance à toujours fixer des nouveaux objectifs. C'est super. Mais qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui se projette en matière d'enjeux RSE et développement durable? Petit rappel historique, et puis ensuite on continue. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup Alain pour cette introduction. Et encore une fois, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique à Marseille. On est dans une espèce de canopée, donc on est vraiment dans le sujet de la biodiversité. Alors effectivement, c'est peut-être important pour moi de rappeler un petit peu l'histoire du développement durable chez L'Oréal, parce qu'il n'est pas nouveau. Et la biodiversité, bien entendu, fait partie des éléments indispensables et cruciaux dans notre stratégie de développement durable. Alors simplement pour vous rappeler que l'histoire du développement durable, si je remonte à 2013, qui a été vraiment sous l'impulsion de Jean-Paul Agon, le démarrage de notre programme Sharing Beauty with All. Et ce programme Sharing Beauty with All nous a accompagnés de 2013 à 2020, donc l'année dernière, avec des ambitions extrêmement importantes et qui ont emmené l'ensemble du groupe L'Oréal à penser et à développer, à produire et à transporter les produits différemment.
Donc moi, je fais partie de la recherche et innovation, donc je vais principalement parler de la partie innovation de ce programme. Mais simplement pour vous expliquer que dans ce programme Sharing Beauty with All, nous avons eu un des engagements qui a été très fort et qui nous a aidés à penser différemment et à structurer notre activité différemment. Et en fait, on s'était engagé en 2013 et à 2020 que chaque produit que nous développions et que nous mettions sur le marché soit amélioré, soit d'un point de vue de son profil environnemental, soit dans son profil social. Donc c'était un engagement extrêmement fort dans le sens où ça nous a vraiment obligés à réfléchir aux leviers d'amélioration. Donc tout un chacun dans l'organisation se devait de réfléchir et de mettre en place une activité qui permette d'améliorer ces produits. Est-ce que vous avez quelques chiffres en matière d'objectifs atteints ? Oui, absolument. Alors, effectivement, on a atteint 96% de notre objectif, puisque 96% des produits que nous avons développés et mis sur le marché depuis 2013 ont été améliorés. Et en fait, ce que je voudrais souligner là, au-delà des aspects techniques, c'est les aspects de changement d'attitude et de changement de façon, en particulier pour nous, de concevoir les produits. Et en fait, l'éco-conception a été à ce moment-là une dimension que nous avons vraiment mis au cœur de l'innovation. Et en fait, ce qui a été intéressant à ce moment-là, c'est que nous avons développé un outil que l'on appelait SPOT, enfin que l'on appelle SPOT en interne, Sustainable Product Optimization Tool, et en fait qui était un outil d'analyse de cycle de vie. Et en fait, qui nous a permis vraiment de mesurer de façon très concrète et très factuelle l'éco-conception de nos produits, de la production des matières premières, donc chez nos fournisseurs, à la production du produit cosmétique chez L'Oréal et à son usage chez le consommateur. Ça veut dire que depuis de nombreuses années maintenant, plus aucune innovation, plus aucun nouveau produit L'Oréal ne peut passer à travers ces outils d'évaluation. Absolument. Absolument. Et c'est d'ailleurs un outil que nous avons développé avec des experts de renom, des environnementalistes, et qui a été reconnu comme un outil standardisé. Alors je vais laisser les autres intervenants rebondir, mais juste pour la transition, le fait que ce soit piloté depuis Jean-Paul Agon, est-ce que c'est une condition sine qua non alors chez L'Oréal ou, à votre avis, dans n'importe quelle autre grande entreprise et quid de la révolution un peu culturelle et managériale que ça impose ? Oui, absolument. C'est absolument indispensable et je pense que le vrai changement vient effectivement d'une décision stratégique et d'une organisation stratégique. Au-delà de cela, le programme Sharing Beauty with All, et c'est toujours le cas et ce sera d'autant plus le cas, nous avons des équipes qui s'occupent bien entendu de ce sujet développement durable avec des experts. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce programme-là est instillé à chaque niveau de l'organisation, dans tous les départements, dans toutes les divisions, dans toutes les entités. Donc chacun d'entre nous a des objectifs annuels qui sont liés à cette amélioration environnementale. Donc c'est à la fois un input extrêmement fort et extrêmement stratégique de nos managers, mais c'est aussi une organisation très diffusée chez chacun d'entre nous. Merci beaucoup Delphine. On y revient. Peut-être une réaction, Kalina Raskin, directrice générale du CBIO, sur la façon d'aborder ces enjeux biodiversité, évidemment en lien avec le biomimétisme dont tu es experte, mais avant même de rentrer stricto sensu sur le biomimétisme, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise réussit à relier ces enjeux-là et à avancer dans une direction, on va dire, dynamique et positive, à ton avis ? Alors, je pense qu'il y a un croisement de différents facteurs en fait, qui font que les entreprises s'engagent. Il y a d'abord, je pense, des convictions individuelles de personnes qui vont être en gros des champions à l'intérieur de ces entreprises et qui vont faire bouger les lignes. Et on en a un certain nombre d'exemples. Grâce à des preuves de concept, grâce à des premières expérimentations, cette démarche et ces premiers acteurs et ces premiers pionniers dans l'entreprise arrivent à faire progresser d'abord leur équipe, puis plus largement leur business unit éventuellement, jusqu'à atteindre des niveaux de management supérieurs. Heureusement, dans la thématique environnementale et puis aujourd'hui biodiversité, vous avez des gens qui sont en charge maintenant, dans leur intitulé de poste,
voilà, en charge de, on va dire, l'approche environnementale au sens large du terme, mais vous avez même des gens aujourd'hui qui sont en charge de la biodiversité dans les entreprises. Donc ce qui montre quand même que sur les dernières années, il y a eu une très forte progression de la prise en compte de ces facteurs-là. Je pense qu'il y a enfin un dernier facteur qui explique, au-delà de la réglementation, au-delà, on va dire, de ce que les politiques publiques et les individus au sein des entreprises engagent, c'est les attentes consommateurs aussi, tout simplement, puisqu'on a des consommateurs de plus en plus sensibles à ces questions-là et qui sont de plus en plus regardants et challengeants vis-à-vis, finalement, des producteurs de différents produits de consommation qu'ils vont utiliser. Et donc, c'est pour moi l'ensemble de ces facteurs-là qui font que ça progresse. J'arrive vers... Oui, allez-y, Raphaëlla Legouvello, et après, on ira du côté d'Emmanuel et de Marion. Oui, je pense qu'ils auront aussi à réagir. En fait, je trouve que l'exemple de L'Oréal est vraiment démonstratif aussi de la complexité du sujet de la biodiversité. Et c'est formidable de voir que les entreprises commencent à s'approprier ce sujet qui leur faisait un peu peur. Et on peut y aller que pas à pas, avec une démarche, on va dire, la plus complète possible, et en s'entourant d'outils assez sophistiqués comme les analyses de cycle de vie, etc. Donc en fait, c'est bien pour ça que du côté de Respect Océan, l'association que je préside, nous avons des entreprises. Alors on a le lien tourné vers la mer, c'est plutôt la biodiversité marine, mais qui est très complexe à appréhender, et du côté des entreprises en particulier. Donc on a en fait... On voit bien aussi qu'on commence à avoir... Alors, on a lancé un programme maintenant qui vient d'être lancé sur la biodiversité marine avec l'économie pour pouvoir aller pas à pas dans les différents secteurs et essayer de défricher. Et dans l'esprit de notre association, la démarche, c'est éviter, réduire, compenser. Bon, ça c'est bien, c'est effectivement ce qu'on demande dans la charte aussi, c'est d'avoir un premier pas dans cet engagement. Mais on a aussi, et ça c'est ce que je trouve assez formidable, des entreprises qui vont même au-delà, c'est-à-dire qu'on va chercher un gain sur la biodiversité. Et là, on commence à construire quelque chose de très positif, ce qu'on appelle l'impact positif finalement. Donc tout un cheminement qui laisse présager que finalement il y a une multitude de solutions à trouver, et qui seront aussi, je pense, des solutions collectives en fait. Ça, c'est le grand nouvel enjeu, ne plus seulement compenser, mais véritablement régénérer, reconstruire. On reste un instant avec vous, Raphaëlla. Est-ce que la biodiversité marine, c'est encore plus compliqué à faire comprendre à des entreprises, et pour quelles raisons ? Pour moi, c'était la pierre de pourquoi j'ai lancé Respect Océan dans les années 2013. C'était un peu ça. C'est parce que je travaille moi-même professionnellement dans le milieu marin, et que je me rends compte... En fait, le milieu marin, c'est l'eau, et donc tout est interconnecté. On a un seul océan, en fait. Et entre la côte et l'offshore, la mer côtière et la mer au large, les transmissions sont toujours continues. Je prends toujours l'exemple d'un sachet en plastique. De toute façon, il peut traverser l'océan Pacifique, et il peut aller de l'autre côté. Et on l'a vu. Donc il faut être conscient de cette continuité, et que du coup les interactions, les externalités, on va dire négatives, par exemple d'une activité économique, sont capables d'engendrer des impacts à très très moyen et long terme, spatialement, mais aussi sur le plan temporel. Donc moi j'ai pensé toujours qu'il fallait arriver à créer du lien entre les différents secteurs économiques liés à la mer, plus ou moins directement, leur faire comprendre que tout était lié, qu'il fallait plutôt essayer de prendre conscience de ce qu'on était capable de créer comme impact sur les autres, et d'essayer d'avoir une démarche collective. Donc je pense que la complexité des enjeux de la mer et des milieux côtiers en particulier nous oblige à avoir cette attitude. Pareil pour le métier de l'eau, de l'environnement, qu'on voit bien, tout finit en mer. Donc c'est clair qu'il faut aussi lier la terre à la mer et inversement. Emmanuel Delannoy, peut-être sur ce lien particulier. On parle souvent de effectivement de nos interconnexions et nous-mêmes de notre interconnexion en tant qu'humains avec le reste du vivant. On parle souvent de notre relation homme-nature.
On est tous ici, et particulièrement à Marseille, pendant le Congrès mondial de la nature, des hommes et des femmes de bonne volonté. Mais est-ce que le lien entreprise-nature, à ton avis, évolue dans la bonne direction? Quels sont encore les freins qui existent? Et quels sont, de ton point de vue, les facteurs un peu plus encourageants? Essayons de parler aussi de ce qui continue à bloquer un petit peu, et soyons pas trop... on peut rester optimiste, mais qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui reste à faire? C'est une vaste question. Je ne peux qu'abonder sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que au-delà de tout ce qui a été évoqué, la prise en compte de la biodiversité, c'est finalement une façon de s'ancrer dans la réalité d'un monde complexe où tout est interconnecté. Et la biodiversité est une porte d'entrée finalement vers la pensée systémique qui doit être la pensée aujourd'hui des stratèges, des managers d'entreprise dans ce monde-là, qui est vraiment un monde d'instabilité, et on l'a vu et on le voit encore. Parmi les écueils et les difficultés qu'il y a à affronter, c'est évidemment la tentation aussi, en ce moment, en particulier, de revenir alors à ce qu'on appellerait les fondamentaux en langage de financier, qui serait en gros le bas de bilan et le résultat annuel. Or, en fait, le fondamental de l'entreprise, c'est pas ça. Le fondamental de l'entreprise, c'est ce qui lui permettra de continuer à exercer son activité. Et donc, si je suis dans le haut de bilan et le très haut de bilan, c'est plutôt la biodiversité comme bien commun, finalement, à l'ensemble de l'humanité et à l'ensemble de l'entreprise. Alors, on l'a démontré avec un groupe d'experts qui a travaillé en 2016 sur ce sujet-là, dans le cadre d'un rapport qu'on a remis à l'époque à Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'écologie. L'essentiel de l'activité économique de notre pays dépend de la biodiversité. 80% des emplois de notre pays sont déjà sous pression en lien avec la dégradation des fonctionnalités écologiques et en gros de la biodiversité au sens large. Et il se trouve qu'un rapport Banque de France OFB récemment pointe la même chose à peu près, c'est-à-dire que 80% de l'activité des entreprises du CAC 40 dépend aujourd'hui de la biodiversité. Donc il y a vraiment cette dépendance stratégique qui est extrêmement forte. Parmi les écueils encore, au-delà de cette tentation à laquelle il faut résister, de revenir au bas de bilan, c'est vraiment les lacunes de la culture générale de cette complexité et du vivant et de la biodiversité. C'est-à-dire que quand vous faites un parcours en grandes écoles, vous faites un parcours en école d'ingénieur, le vivant, c'est loin pour vous. Ça s'arrête au bac, malheureusement, très souvent. Et cette culture scientifique qui est nécessaire, cette culture de la complexité qui est nécessaire, on l'acquiert par une connaissance du vivant, des sciences du vivant, de l'écologie. Et je rappelle la définition la plus simple de l'écologie, c'est la science des relations entre les êtres vivants. Si une fois qu'on a dit ça, on ne se sent pas concerné, c'est qu'on n'est pas vivant, quoi. Donc à un moment donné, on a intérêt à se rapprocher de ça. La compréhension des logiques qu'il y a derrière la biologie de l'évolution aussi, parce que l'évolution n'est qu'une réaction à des contraintes environnementales. Et finalement, les pressions qu'exerce aujourd'hui l'humanité sur le système vivant, ce sont des pressions évolutives. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que les réponses de la machine vivante planétaire nous soient favorables à nous, Homo sapiens. Donc là, il faut aussi être capable d'un regard prospectif pour anticiper tout ça. Donc on le voit, des choses assez... Oui, et puis ces contraintes de l'évolution, généralement, quand on est en entreprise, on aime bien essayer de les maîtriser. Là, probablement qu'il faut un peu plus prendre conscience qu'il faut faire avec et se mettre en osmose avec cette évolution. On reviendra juste après Marion Touchard avec Séché Environnement vers vous, Delphine, parce que justement, cette espèce de prise de conscience que l'entreprise n'est pas seul au monde et ne peut pas être pérenne en se pensant seul au monde, je crois que c'est quelque chose qui est aussi fortement ancré dans la dynamique actuelle chez L'Oréal. Mais Marion Touchard, ce qui est intéressant chez Séché Environnement, au-delà du fait que vous avez des activités qui sont liées à l'environnement, c'est que vous êtes écologue et que je crois que vous n'êtes pas seul chez Séché Environnement et que ça fait un paquet d'années que les écologues sont intégrés au management et à la stratégie de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, donc la biodiversité, c'est vraiment une culture d'entreprise chez nous, parce qu'on parlait de culture. C'est une vision également de Joël Séché, donc le président directeur général, et aujourd'hui de Maxime Séché, son fils. Voilà, ça fait partie en fait de notre ADN. Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais nous on lui a trouvé un sens. On a dit action durable pour la nature. C'est vraiment lié au développement durable en fait de l'entreprise. Donc voilà, nous on a pour mission au sein de Séché, eh bien, de limiter l'impact autant se faire se peut sur l'environnement et de manière plus précise sur la biodiversité, puisque c'est le sujet aujourd'hui.
Et en fait, bien sûr, on respecte la réglementation, donc comme vous le disiez tout à l'heure, les mesures RC, mais on a des engagements volontaires. On va plus loin, et ça c'est important parce que ça fédère en fait les équipes. Donc on va essayer de voir déjà quand il y a un projet les impacts en amont de ce projet. Donc ça c'est important. Et puis également, en fait, si je reviens aux engagements volontaires, eh bien, on a des outils, parce qu'on parlait tout à l'heure d'outils. Donc, on s'est rapproché en fait d'Ag for Nature International, où on a 4 engagements que l'on déploie sur 17 sites, dont 2 à l'international. Et puis aussi, on est engagé EEN Ag for Nature, donc entreprise engagée pour la nature, donc avec l'OFB. Et ça, c'est vrai que c'est une longue histoire, parce qu'en fait, on avait adhéré avant à la stratégie nationale pour la biodiversité, et avant, pour expliquer encore plus, c'est en fait l'arrivée d'un écologue en 1993 aux côtés de Joël Séché, qui a mis en place en fait les premières mesures d'aménagement, parce que certes on a un impact, mais on essaye de le minimiser, de le réduire au maximum sur les sites d'emprise foncière. Alors, vous êtes écologue chez Séché Environnement. J'imagine que vous avez un certain nombre de connaissances et de collègues écologues ailleurs, dans le public ou dans le privé ou ailleurs, je ne sais où. Sur le métier d'écologue intégré à l'entreprise, vous avez le sentiment que la dynamique, là encore une fois, est positive. Vous avez un peu le sentiment plutôt d'être un cas isolé dans votre profession? Alors en fait, je pense que c'est quand même aujourd'hui encore atypique d'avoir des écologues au sein d'une entreprise. C'est un exercice qui n'est pas forcément simple parce que si on est présent, c'est pour aussi créer un équilibre dans cette organisation, puisqu'on est là pour essayer de limiter l'impact et même s'il y a des arguments économiques on essaye aussi d'expliquer que la biodiversité passe en premier lieu. Donc ça, c'est vrai que c'est très important d'avoir ces garde-fous en interne, d'être des écolos conquérants, je pourrais dire, au sein de l'entreprise pour essayer de préserver au maximum le vivant. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez un ou deux exemples comme ça, un peu à brûle-pourpoint, sur des projets récents ou sur des projets en cours, de l'impact ou des objectifs particulier que vous avez réussi à intégrer dans un projet et que peut-être vos collègues non écologues n'auraient pas intégré ou peut-être n'y auraient-ils tout simplement pas pensé? En fait, comme je le disais tout à l'heure, on travaille le sujet en amont des projets et donc on établit des schémas directeurs paysagers et biodiversité pour tendre vers cette vision en termes de développement durable, donc à plus 30 ans. Donc ça se fait en fait au fur et à mesure et on n'a pas de surprise en définitive parce que nous, notre travail, il est quotidien, au jour le jour. On travaille avec les directeurs d'exploitation et on doit en fait être là pour que ce qu'on a dit en termes d'engagement volontaire soit réellement réalisé. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que je crois que vous avez parlé de 17 sites industriels. Cette idée que les sites industriels peuvent aussi être des havres, je ne sais pas, mais en tout cas des îlots de biodiversité, et que la biodiversité, d'abord, la vie est partout, et elle est capable de se diffuser partout, mais reconsidérer des sites industriels comme des lieux de recolonisation de biodiversité, ça c'est aussi quelque chose que vous êtes capable de démontrer et qui peut se développer. Oui, tout à fait. C'est l'intérêt et l'objectif en fait, de concilier exploitation industrielle et préservation de la biodiversité. Donc on fait en fait des suivis suite aux aménagements et réhabilitation et régénération que l'on fait. On fait des suivis de biodiversité. On travaille avec le Muséum national d'histoire naturelle, avec la Ligue de protection des oiseaux, avec les associations locales, à chaque fois environnementales, pour associer en fait tous nos partenaires et nos parties prenantes. Et on montre au travers des suivis, notamment les suivis d'oiseaux, puisqu'on adhère au protocole STOCK EPS. Alors STOCK, c'est suivi temporel des oiseaux communs. Donc on peut montrer en fait que les oiseaux redeviennent nicheurs sur les sites réhabilités. Donc c'est plutôt encourageant par rapport à l'impact potentiel que peut avoir l'activité industrielle sur nos sites. Et parfois positivement surprenant. Et parfois, oui, positivement surprenant. On parlait de biodiversité positive, oui, on y arrive. Donc c'est ça qui est encourageant. C'est-à-dire que si on fait l'effort d'être attentif et puis d'être présent pour minimiser l'impact, pour réhabiliter, et on y arrive. Alors, Delphine Bouvier, Emmanuel en a un peu parlé, cette idée que finalement l'entreprise, comme tout le reste, est en interaction
avec l'ensemble de ces parties prenantes, clients, consommateurs, etc., mais aussi avec l'ensemble des ressources du vivant dont vous avez besoin. Cette prise de conscience, elle est, je crois, assez forte chez L'Oréal. Vous avez aussi, pour des raisons économiques, besoin de préserver vos ressources naturelles. Bien sûr. Absolument. Et du coup, Alain, vous m'emmenez sur le terrain de notre nouveau programme maintenant, puisque Sharing Beauty with All s'est terminé l'année dernière, mais donc à nouveau sous l'impulsion de notre CEO jusqu'à l'année dernière, Jean-Paul Agon, et maintenant repris par Nicolas Hieronymus, bien sûr, qui est notre programme L'Oréal pour le futur. Alors, L'Oréal pour le futur, si vous voulez, c'est à la fois la continuité de Sharing Beauty with All dans le cadre de la transformation à l'intérieur de L'Oréal, et de la poursuite de notre transformation à travers nos activités internes. Mais c'est aussi et surtout, je dirais, de considérer L'Oréal en tant que multinationale dans le cadre de son écosystème global et général. Et donc, ce programme L'Oréal pour le futur s'inscrit évidemment dans le cadre des SBT, des Science Based Targets, avec bien sûr la contribution de L'Oréal à la limitation de l'augmentation de la température, comme toutes les grandes entreprises devraient le faire partout dans le monde. Donc c'est vraiment comment nous, dans notre périmètre d'activité, on contribue à cette limitation d'augmentation de la température. Et puis c'est en considérant le concept des planet boundaries, ou des limites planétaires, qui ont été mises en place, comme vous le savez, par le Stockholm Resilience Center. Et donc, l'ensemble de nos enjeux chiffrés qui vont nous emmener à 2030 sont basés sur des éléments scientifiques de ces respects des limites planétaires. Concrètement, prenons un exemple d'approvisionnement sur une ressource naturelle nécessaire au développement de je ne sais quelle molécule, principe actif, etc. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va au-delà de la simple préservation pour travailler en approche d'intérêt général? Emmanuel parlait du bien commun avec les populations locales, et en vous donnant la capacité, vous aussi, à durer dans le temps. C'est ça. Alors, je vais vous répondre en prenant l'exemple de la Centella asiatica, qui est un exemple assez emblématique chez L'Oréal. Mais avant cela, ce que je voudrais vous dire, c'est que, bien entendu, il y a tous les enjeux qui sont liés à la biodiversité, mais il y a l'ensemble des enjeux plus globaux qui sont liés aux ressources globale, et en particulier à la circularité des ressources. Et puis nous avons l'enjeu évidemment du changement climatique, donc tout l'impact carbone, et donc nous nous engageons en particulier à une économie bas carbone, et puis nous nous engageons aussi au respect de l'ensemble des écosystèmes aquatiques. Alors les écosystèmes côtiers, marins, mais les rivières aussi, parce que évidemment pour une entreprise de cosmétiques, le milieu eau est extrêmement important, ne serait-ce que parce que tout un chacun se lave tous les jours. Donc la considération de l'eau, évidemment, est une dimension extrêmement importante. Donc si vous voulez, dans cet enjeu L'Oréal pour le futur, nous englobons tous ces paramètres-là qui font l'objet, évidemment, d'un regard très pointu sur l'ensemble de ces ressources. Et puis, il y a également des protocoles internationaux pour lesquels vous êtes volontaire, mais qui vous contraignent aussi. Tels que Nagoya, etc., bien entendu. Et alors, pour répondre à votre question de façon plus précise, effectivement, je peux prendre l'exemple de la Centella asiatica, qui pour nous, est un exemple que l'on multiplie sur tout un ensemble de sources végétales que nous utilisons, qui est que la Centella asiatica est une plante endémique de Madagascar, dont on tire l'asiaticoside, qui est un actif apaisant pour la peau et qui est bien connu. Et en fait, cette plante endémique de Madagascar est une plante à l'origine sauvage. Et donc nous avons travaillé avec les communautés locales pour mieux comprendre en fait, comment cette Centella asiatica se multiplie sur les sols de Madagascar, et comment aider les populations locales à récolter cette Centella asiatica dans des conditions de respect de la biodiversité. Donc ça a été tout un programme d'accompagnement social des populations sur place, pour les aider à comprendre comment cette plante se reproduit, et puis comment la ramasser au bon moment pour protéger la biodiversité. Mais ce qui a été intéressant, c'est que nous avons poursuivi le programme scientifique en mettant en place des systèmes de culture de cette Centella asiatica, de façon à
à protéger justement cette biodiversité et les symbioses autour de la Centella asiatica, ce qui nous a permis à la fois d'avoir des programmes sociaux extrêmement forts sur Madagascar, parce que maintenant ce sont les femmes qui cultivent leur propre Centella asiatica, qui ont des revenus plus intéressants que ça ne l'était avant, lorsqu'elles s'occupaient juste de la ramasse de la Centella sauvage. Et puis, ce qui est très intéressant dans le domaine de la régénération, c'est aussi de se dire que sur une surface de sol équivalente, nous sommes capables d'avoir un rendement plus important d'actifs. Et ce rendement, il vient à la fois par les systèmes de culture que nous avons mis en place là-bas à Madagascar, mais aussi par les procédés d'extraction que nous avons améliorés de façon à augmenter les rendements. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant là, c'est que finalement sur une surface donnée de sol, nous sommes capables maintenant non seulement d'enrichir la biodiversité, de la protéger, mais aussi d'augmenter nos rendements. Raphaël, là, le Gouvello, là on a parlé alors, Delphine a aussi parlé des impacts sur les écosystèmes marins, mais comment particulièrement une entreprise peut non seulement se soucier des écosystèmes marins qu'elle peut impacter, que tout le monde impacte, mais peut-être dans certains cas aussi contribuer à les régénérer ou les restaurer. Mais je pense que si je pose la question à L'Oréal, je suis sûre que vous avez aussi réfléchi parce qu'il y a beaucoup de composés actifs, principes actifs qui viennent de la mer aussi, qui est impur. Et donc, pareil, on peut réfléchir à comment extraire, exploiter des champs d'algues sauvages, ou alors, alternative, là, toute la chaîne que vous avez décrite de responsabilité et de développement socio-écologique sur place, quoi. Et puis, donc, on voit bien qu'on peut aussi transposer ça complètement sur l'exploitation et l'utilisation des ressources de la mer, déjà. Donc ça, c'est un premier plan. Je dirais que tout ce cheminement, on peut tout à fait l'appliquer aux cosmétiques venant de la mer. C'est très important. Après, sur les autres types de secteurs économiques, donc typiquement, je pense que Séché Environnement a dû parfaitement réfléchir aussi, parce qu'on connaît bien toute la problématique aussi de ce qui arrive en mer, et la problématique d'avoir des bons systèmes pour éviter que ces déchets se transforment en microplastiques, en nanoplastiques, et puis ou en molécules qui ont des effets sur la faune et la flore à microdose. Hein. Donc tout cela, aussi cette chaîne de responsabilité qui arrive en mer, je pense que toutes les entreprises, même loin finalement d'un milieu côtier, vont être obligées d'intégrer ça dans leur réflexion développement durable. Je me permets de vous interpeller là-dessus. Mais oui, tout à fait, bien évidemment. Donc, en termes de développement durable, ce sujet-là est très, très important. Donc, nous, on a un mécénat avec le Muséum national d'histoire naturelle au Marinarium de Concarneau sur ce sujet. Et puis, également, en fait, on parlait d'impact pression sur la nature, sur les océans. On a des sites qui sont certifiés EcoCert engagement biodiversité. Donc, on a 6 sites qui sont certifiés, et ça nous aide vraiment à limiter notre empreinte en fait écologique, et ça c'est très important parce que ces sites sont audités, et donc on est toujours en amélioration continue pour limiter notre impact. Donc je pense que avec des outils dont on a parlé tout à l'heure, et puis en plus ces certifications de système de management, les entreprises peuvent un peu plus structurer donc leur manière de protéger en fait l'environnement. Oui, Emmanuel Delannoy. Ce cas de la Centella asiatica, il est intéressant parce qu'il a été très largement étudié et documenté. Et finalement, il est vraiment révélateur de ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire finalement ce qu'on sort de son périmètre d'évaluation, de mesure, de contrôle, en disant c'est pas moi, ça me regarde pas. Généralement, dans le secteur industriel, on achète une ressource au meilleur prix sur des marchés, et puis ce qui se passe à côté, ça nous regarde pas, et puis c'est même pas notre intention. S'il se passe des choses embêtantes pour les populations, et le cas de la Centella, les populations qui participaient à cette économie de cueillette étaient souvent maintenues dans une très grande précarité, pauvreté, et finalement ça concernait personne ne se sentait directement concerné.
C'est ça une externalité, c'est juste un truc qu'on ne veut pas voir en fait. Mais c'est un choix. C'est un choix par défaut, mais c'est un choix. Et donc on peut faire le choix de dire non, on le rentre dans notre périmètre de contrôle, de mesure, d'évaluation, parce que finalement ça nous concerne, parce que finalement ce qui va se passer autour de cette économie un peu de Far West finalement, fera qu'un jour ou l'autre, la ressource elle sera soit devenue trop rare, soit on aura déstabilisé complètement des systèmes et il va y avoir des réglementations qui vont mettre des interdits, des quotas, etc. Et ça va être embêtant pour nous aussi. Donc on anticipe tout ça. Alors on peut le faire d'ailleurs dans un raisonnement purement stratégique et utilitariste, comme je viens de l'énoncer là, ou on peut le faire dans un raisonnement qui va être beaucoup plus éthique, centré sur l'humain, le bien commun. Et donc on intègre ça, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir? Et là vous avez donné un exemple concret. C'est comme ça qu'on passe d'une externalité à quelque chose qui va contribuer à une économie de la régénération, ou une économie qui va avoir des impacts positifs au-delà même de ce qu'on cherche à produire dans l'activité de l'entreprise. Et justement, sur les externalités positives, là, décrites à travers la contrainte économique, d'une certaine manière, l'intérêt à être en capacité à se développer mutuellement ensemble, etc. La biodiversité, dont on a parlé en tant que ressource d'approvisionnement, elle est, elle aussi, capable de nous apporter des services dits écosystémiques, de nous apporter des bénéfices si on est capable de bien la prendre en considération. Oui, tout à fait. Et puis peut-être pour illustrer ça par un secteur applicatif très concret, nous on a le plaisir avec un collectif d'acteurs de travailler à la ville durable sous l'angle du vivant, du biomimétisme et de l'interaction avec le vivant. Et nous on voit dans cette notion de service écosystémique, donc de service rendu finalement par la nature, un intérêt à finalement au remaniement du cahier des charges qu'on s'impose pour les infrastructures dans lesquelles nous évoluons. Et donc finalement, en quoi une infrastructure conçue, bâtie par l'homme, doit à minima demain rendre les mêmes services écosystémiques que l'écosystème qu'elle a remplacé. Je dis bien à minima parce qu'on pense bien qu'il y a un effet de compensation en termes de grandeur qui est absolument indispensable. Et donc on mène également des travaux avec le Muséum d'histoire naturelle sur cette question des services écosystémiques comme nouveau cahier des charges pour repenser des habitats et des infrastructures d'Homo sapiens demain. Un de ces éléments du cahier des charges, c'est faire en sorte que, comme dans les écosystèmes naturels, la vie soit propice à la vie et que la vie soit accueillie pleinement dans toute sa diversité également dans les écosystèmes urbains. Les écosystèmes urbains, ils ont colonisé les écosystèmes naturels. Il est grand temps de faire en sorte qu'ils reprennent droit de résidence en ville. Et je pense que la cour dans laquelle nous sommes de Tangram est une parfaite illustration de cette capacité à réintroduire le vivant et tous les co-bénéfices, notamment de bien-être que cela apporte. Mais bien au-delà de cette restauration, réintégration de la biodiversité dans nos milieux de vie en tant qu'Homo sapiens, ce qui est intéressant dans le vivant, je reviens à cette notion de cahier des charges, c'est que le vivant, il est en capacité de stocker de l'énergie, il est en capacité de purifier l'air, de purifier l'eau, et finalement, pourquoi ne pas faire en sorte que nos villes demain, et c'est un peu quand même le chemin dans lequel on s'engage, ne rendrait pas exactement ce même genre de service, et le vivant en est un modèle parfait. Donc cette question de service écosystémique et ville durable, c'est pas juste collaborer avec le vivant en réintégrant le vivant, c'est aussi comment le vivant nous inspire pour venir repenser la façon dont on conçoit. Il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais bien que tu développes un petit peu, c'est cette idée que à travers le biomimétisme, les approches bio-inspirées, on n'est pas seulement dans le prélèvement dans le vivant, mais on est justement dans l'idée de pouvoir s'en inspirer sans nécessairement s'approvisionner massivement. Donc il y a aussi un effet d'échelle en matière de nécessité à cultiver le vivant qui peut être réduite si on développe davantage une approche bio-inspirée. Oui, et c'est vrai que dès 2007, notamment au Sénat, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le biomimétisme, la bio-inspiration était cité comme un argument novateur, stimulant, s'il en faut d'autres d'arguments, pour la conservation et la préservation de la biodiversité, puisque effectivement, toute espèce, écosystème qui est meurtri ou espèce qui disparaît, finalement, c'est des idées
en moins pour pouvoir s'inspirer finalement, observer comment le vivant fonctionne, en prendre des grands principes de fonctionnement et faire en sorte que ça devienne une nouvelle référence. Parce qu'on a tous cette difficulté aujourd'hui on partage le constat que la direction qu'on a empruntée n'est pas vraiment la bonne. On cherche de nouvelles trajectoires. La question, c'est quelle est une trajectoire soutenable et souhaitable, et le vivant nous apporte finalement une trajectoire de référence intéressante. Parce que Delphine Bouvier, on voit beaucoup se développer, évidemment, depuis quelques années, des produits d'origine naturelle dans les rayons de nos supermarchés divers et variés. L'origine naturelle, ça suffit pas. Ah non, clairement pas. non, clairement pas. Et si vous le permettez, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Kalina sur l'intégration finalement des milieux urbains ou des systèmes urbains dans les systèmes finalement naturels. En fait, chez L'Oréal, vous savez, on aime bien comprendre et on aime bien mesurer. On a une base scientifique solide et vraiment qui fait le fondement de tout ce que l'on met en place. Et en fait, nous sommes en train d'étudier la biodiversité dans nos sites industriels ou dans nos sites plus corporate, on va dire. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, nous allons savoir exactement quel est le niveau de biodiversité qui sont dans les environnements dans lesquels on travaille. Et l'intérêt de faire cette mesure-là, c'est de mieux comprendre cet environnement biodiversité et de l'enrichir même dans les lieux là où on travaille. Donc on va mettre en place tout un tas d'activités et d'actions derrière pour enrichir nos milieux de travail, en fait. On va revenir sur ma question d'avant. Oui, non, mais je reste quand même une seconde avec vous là-dessus parce que effectivement, ça contribue aussi à recréer cette proximité. C'est ça. Et à emmener en fait l'ensemble des employés à se poser la question finalement, même dans le lieu de travail, finalement ce lieu de travail, qu'est-ce qu'il représente pour nous et comment ce lieu de travail peut être à la fois plus plaisant, mais aussi un lieu vraiment de vie et d'enrichissement de la vie. Et ça c'est important culturellement parce que Kalina Raskin parlait de cet intérêt vital, écosystémique, de la réintroduction de la nature en ville, en tout cas de cette recohabitation d'une certaine manière. Ça contribue aussi culturellement à reprendre contact. Bien sûr, absolument. Et y compris sur ces lieux de travail. Vous en parliez, Marion, sur les sites industriels séchés environnement. On sait que des organismes nationaux comme le CPIE, par exemple, en matière de génie écologique, travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Cesser de créer probablement cette distanciation écologique qui a créé notre distanciation sociale ces derniers temps. Oui, pour nous, c'est fondamental en fait de faire du lien grâce à la biodiversité. Donc, dans nos 4 engagements, le deuxième engagement, c'est l'axe fédérateur interne. C'est faire de la biodiversité vraiment un élément de cohésion entre nous et de communiquer sur les sorties nature de CPIE, mais pas que. Et voilà, pour nous, c'est important que nos collègues en fait aillent vers ces lieux de nature pour le bien-être et puis pour la prise de conscience en fait qu'on a besoin de la vie tout autour de nous pour pouvoir tout simplement être connectés ensemble et puis s'adapter parce que l'adaptation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment une vertu du vivant et l'entreprise l'a bien compris. On essaye à chaque fois qu'on a un nouveau projet de s'adapter au territoire local et de faire en sorte de s'intégrer au mieux dans ce contexte d'écosystème, même on va dire économique et naturel. Raphaël Gouvello, comment quand on est à Paris, à Tours ou je ne sais où, on contribue à recréer cette connexion avec l'univers marin. Vous avez révélé hier ou avant-hier au Congrès mondial de la nature de l'UICN un programme qui s'appelle Biodiversité marine et écologie, en association avec la Fondation Engie, si je ne dis pas de bêtises. Quel est l'objectif de ce programme ? L'objectif, je pense que c'est exactement ce tableau-là, cette table ronde qu'on a. C'est en fait au sein de Respect Océan, on a des entreprises de divers secteurs économiques, de toute taille, et qui appréhendent la biodiversité marine comme ils peuvent, et avec parfois des solutions tout à fait innovantes.
Et on a senti qu'il y avait un besoin de créer des groupes de travail, donc qui vont fonctionner comme groupes thématiques, en fait, pour réfléchir collectivement, faire appel à des experts si besoin, et petit à petit construire finalement ce cheminement que vous avez fait, par exemple L'Oréal, Séché, parce que c'est vrai que c'est mieux, on peut faire les choses seuls, mais c'est mieux aussi de les faire collectivement. Donc on a la chance aussi d'avoir le soutien de l'Office français de la biodiversité, donc, qui va nous donner une sorte de colonne vertébrale d'appui scientifique en allant chercher les experts idoines. Et voilà, c'est très ambitieux, mais on ne va pas le faire tout seul, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intervenants qui travaillent sur la biodiversité. L'enjeu pour nous, c'est de montrer que d'un point de vue économique, on va aller sur ce sujet, on y va, on y est déjà, et on va pouvoir le décliner pour y trouver ces fameux impacts positifs, et au moins déjà résoudre les problèmes négatifs, mais aller le plus loin si possible. Je voulais aussi rebondir justement sur, vous me parliez de comment on peut faire pour aller aussi encore un peu plus loin, et en matière de marins, on voit tout le cheminement que vous avez fait, et on se dit qu'à un moment donné, peut-être les grandes entreprises qui ont les moyens peuvent aussi aider aux grands enjeux qu'on a sur le marin, qui sont la mise en place des aires marines protégées, les besoins qu'on a de les soutenir parce qu'il y a besoin de financement, etc. Et donc, ça fait partie des grosses discussions de ce congrès de l'UICN. C'est voilà, trouver aussi des mécanismes de financement pour aider à la construction de ces zones qui se révèlent très bénéfiques pour tout le monde. Donc ça aussi, je veux dire, c'est peut-être le geste à la fin de tout ce cheminement, où quand on veut, mais quand on a les moyens, pour aller soutenir finalement une cause d'intérêt général au niveau mondial. Ces zones marines protégées, elles sont de taille suffisante, insuffisante? Quel est l'intérêt à la fois écologique et aussi économique? C'est toutes les discussions qu'on a sur ce congrès qui sont très intéressantes. On s'est fixé, l'objectif, ça serait d'aller jusqu'à 30%, mais on en est très loin, on est plutôt aux alentours de 5-10%. Et les aires marines protégées, elles peuvent être d'une toute petite taille pour être aussi des grandes zones protégées. Un des enjeux, c'est aussi quel type de gestion on va mettre derrière. Parce que ça ne sert à rien de faire des aires marines protégées sur le papier. On parle de ça, où il n'y a pas de plan de gestion, il n'y a pas de moyens de surveillance, il n'y a pas de moyens de connaissance. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir aussi les mécanismes financiers pour aider à la création de ces aires marines protégées, mais aussi après pour assurer leur pérennité financière. Donc on parle peut-être de carbone bleu, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que les aires marines protégées permettaient de protéger des espèces, une végétation comme les herbiers, etc., qui contribuent à séquestrer le carbone. On sait qu'elles jouent un rôle de réservoir, et dès qu'on arrête de pêcher trop, on retrouve de la diversité, et puis ça diffuse autour. Donc finalement, la communauté des pêcheurs se rend compte de ça. Et donc on est en train de découvrir tous les bénéfices, parce qu'on a certaines aires marines protégées qui ont déjà 15-20 ans d'existence. Donc il faut vraiment promouvoir différentes sortes d'aires marines protégées, mais surtout leur donner les moyens d'être gérées correctement, en fait. Les fameux herbiers de Posidonie, on en parlera cet après-midi avec Olivier Bocquet, qui lève la tête, parce qu'on est un peu en public quand même ici dans cette cour jardin de Rougerie-Tangram, et j'en profite parce que le muséum a été cité plusieurs fois. On a aussi la chance et le privilège de recevoir Bruno David, le président du muséum, tout à l'heure à 14h. Je voudrais rester une seconde avec vous quand même, Raphaëlla. Question candide et de profane. Est-ce que il y a des aires marines protégées ou des endroits plus importants que d'autres, qui provoquent plus de bénéfices que d'autres, si on doit faire des priorités géographiques? Oui. Donc je pense que tout cela a été répertorié. Et vous pouvez trouver des cartes de ce qu'on a défini les hotspots. Donc il y a les hotspots terrestres, mais il y a aussi les hotspots dans le milieu marin. Et donc, pour ne citer que tous les récifs de coraux. Hier soir, j'ai assisté à un grand débat pour lancer le Fonds mondial pour la défense des coraux, donc un mécanisme financier pour permettre de protéger les barrières de corail qui sont menacées.
Et il est impératif de mettre en place des formules de protection et peut-être aussi de restauration. Donc on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'innovations très intéressantes. Et nous, on en a vu au sein de Respect Océan des gens qui se lancent aussi dans la restauration des coraux, qui font des cultures in vitro, puis qui ensuite après les transplantent. Et puis avec des associations, on voit ça en Polynésie par exemple. Avec l'Institut polynésien de biomimétisme par exemple, on cite François Briand, on les connaît bien, mais il y a pas mal d'approches régénératives bio-inspirées. Quand on recrée les conditions de la vie est capable de revenir. Peut-être, je me tourne vers toi Kalina, parce que ces ressources en biodiversité, c'est la bibliothèque du biomimétisme, et il se trouve qu'on ne le sait peut-être pas assez, parce qu'on est peut-être un peu trop métropolitain dans notre façon de penser en France, mais nous sommes le premier territoire maritime au monde, on a même dépassé les États-Unis il y a quelques temps, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés. À travers le monde, on a, je pense à la Polynésie notamment, parce qu'on vient d'en parler, des ressources et une richesse en biodiversité, notamment marine, absolument considérable. Donc on a aussi, nous, en tant que France, un rôle particulier pour préserver cette biodiversité, mais aussi tout simplement pour continuer à pouvoir s'en inspirer. Oui, tout à fait. Et effectivement, un patrimoine absolument remarquable qui fait que on a probablement, en termes de biomimétisme, une carte à jouer particulière par rapport à des voisins qui sont peut-être plus avancés dans ces domaines de bio-inspiration. Souvent, c'est dans nos territoires qu'ils vont en fait chercher des modèles d'inspiration. Ils vont en Guyane, notamment. Tu parlais tout à l'heure de la Polynésie française, mais on voit émerger effectivement un intérêt pour la valorisation de la connaissance issue de la biodiversité, alors de longue date dans des domaines applicatifs tels que, je pense, la santé, la cosmétique, mais maintenant au-delà. Et on voit la Guyane commencer à se positionner sur ces sujets-là. La Polynésie, on en a parlé. Et on voit que la Réunion, les Antilles, Mayotte, typiquement pourraient être des territoires où ce patrimoine biodiversité pourrait être bien mieux valorisé du point de vue de l'inspiration et d'un point de vue d'un intérêt économique qui n'est pas de l'exploitation directe, une fois de plus, de la biodiversité, mais qui est d'exploitation de la connaissance issue de cette biodiversité, ce qui est évidemment différent en termes d'impact sur le vivant. On a beaucoup parlé évidemment du rôle et de l'impact des entreprises dans leur façon d'imaginer leur process, leur site industriel, etc. Mais nous sommes aussi citoyens, nous sommes aussi consommateurs. C'est aussi une affaire de changement d'habitude, de changement d'usage. À un moment donné, il n'y a pas que l'entreprise qui produit, il y a aussi des usagers, des consommateurs. Essayer d'entraîner, d'embarquer. Et chez L'Oréal, on est bien placé pour savoir qu'on a un impact et qu'on est là aussi en collaboration avec un réseau incroyable d'utilisateurs de produits. Comment faire en sorte aussi que les usages changent dans la façon de consommer vos produits en l'occurrence? Oui. C'est fondamental, Alain, c'est une question absolument cruciale et ça revient à la question que vous me posiez tout à l'heure sur le naturel ne suffit pas. Non, évidemment, le naturel ne suffit pas. Et pour nous, l'objectif, encore une fois, c'est d'éco-concevoir nos produits de façon à ce qu'ils aient un impact le plus faible possible, y compris au niveau des usages de nos consommateurs. Donc en fait, l'éco-conception pour nous se base évidemment sur toute l'origine de nos matières premières, donc de leur conception, de la conception des matières premières, de leur production, à la façon dont on les produit en interne, mais aussi à la façon dont finalement, au sein d'un produit cosmétique, ce produit va être utilisé et jeté ou en tout cas évacué au niveau du consommateur. Vous savez, on a 1,5 milliard de consommateurs sur Terre aujourd'hui chez L'Oréal. Donc, cet impact sur le consommateur, pour nous, est un pilier essentiel de la façon dont on voudrait déployer notre action développement durable. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'outil SPOT que l'on a mis en place pour mesurer l'impact environnemental de nos produits. Et en fait, cet outil est maintenant déployé au sein de la gamme Garnier, de la marque Garnier, de façon à ce qu'il puisse profiter aux consommateurs. Et l'idée de pouvoir rendre cet outil public permet justement aux consommateurs de faire un achat en sachant
l'impact environnemental de son produit. Et très honnêtement, c'est un acte qui est important, qui est stratégique, parce que le consommateur voit aussi la différence dans une gamme Garnier des différents produits. Donc il est capable de choisir lui-même. Alors il va choisir évidemment en fonction de la propriété du produit, de la performance du produit qu'il souhaite, mais aussi du profil environnemental. Et ça, ce travail que nous avons fait avec Garnier va être déployé plus largement au sein du groupe et des différentes marques de L'Oréal. Donc oui, c'est absolument fondamental. Est-ce que évidemment, vous cherchez à anticiper et à répondre à ces nouveaux enjeux et à entraîner les consommateurs dans ces nouveaux usages, mais est-ce que eux aussi vous interpellent, vous challenge? Comment est-ce que tout ça est intégré? Et même question avec les parties prenantes, les associations environnementales, etc. Est-ce que, et notamment en dynamique depuis 10 ans, 15 ans, le dialogue est moins en opposition et plus en construction? Oui, bien entendu, nous travaillons beaucoup avec les associations de consommateurs, de façon à bien comprendre les besoins de nos consommateurs. Nous faisons beaucoup, évidemment, d'études de marché aussi pour comprendre quelles sont ces attentes de consommateurs, pour comprendre aussi à quel niveau de connaissance sont nos consommateurs, parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, nos consommateurs sont de plus en plus connaisseurs de ces problématiques environnementales, sont de plus en plus demandeurs aussi d'informations. Donc la traçabilité de nos produits et l'information que l'on donne à nos consommateurs est extrêmement importante pour pouvoir leur expliquer ce que l'on fait et puis en quelle mesure eux peuvent jouer un rôle dans l'utilisation de ces produits. Emmanuel Delannoy, donc également secrétaire général du comité français de l'UICN. Il se trouve que pour ce congrès mondial de l'UICN, il y a eu une volonté qui a été d'ouvrir un espace Génération Nature ouvert au grand public, ce qui est quand même quelque chose de relativement original pour un grand forum international de délégations internationales qui délibèrent, qui prennent des décisions, etc. Donc on en revient à cette approche un peu, en tout cas à minima duale, entre le grand public, le citoyen, et puis les parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées, un peu plus décisionnaire. Est-ce que là aussi, tu ressens une dynamique intéressante ou encourageante, ou est-ce que tu ressens encore parfois une capacité à donner un grand coup de pied dans le ballon pour renvoyer le ballon dans les 22 adverses et à considérer que c'est plutôt le job de l'autre? Alors ça existe aussi, mais déjà c'est pas une première. On a eu la même chose lors de la COP 21, donc la COP climat à Paris en 2015, où on avait les espaces Génération Climat, et donc la volonté du ministère de l'Environnement, c'était vraiment d'avoir un peu l'équivalent ici à Marseille, de faire en sorte qu'on ne soit pas sur un colloque de l'entre-soi des acteurs et des professionnels de la biodiversité ou des militants les plus convaincus, mais que ce soit vraiment un lieu d'accueil de l'ensemble des publics. Et en termes de diversité de public qu'on peut accueillir à Marseille, on a, ville-monde. L'expression est un peu galvaudée maintenant, on parle de ville-monde, mais il y a un peu de ça quand même. Donc il y a une très très grande diversité qu'on peut accueillir ici. Et on a vraiment besoin de faire percoler cette mobilisation sur des questions de biodiversité qui sont fondamentales, au-delà du cercle des experts. C'est-à-dire que, je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Clémenceau qui disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour être laissée au seul militaire. La biodiversité, c'est une chose qui est trop sérieuse pour être laissée au seul naturaliste, experts et scientifiques. Et il faut vraiment que l'ensemble du public s'en mêlent et se sentent concernés. Et d'ailleurs, tu faisais allusion à ma position, qui est une position purement bénévole, de secrétaire général du comité français de l'UICN. J'y suis en tant que représentant d'Humanité Biodiversité, qui est une association dans laquelle je suis engagé depuis extrêmement longtemps. Et là, je voudrais vraiment lancer un plaidoyer pour l'engagement bénévole dans le secteur associatif. On voit bien qu'il y a une nouvelle tendance aujourd'hui qui est un espèce de militantisme du clic express. On relaye un post LinkedIn, Facebook, Twitter, on clique et on signe une pétition en ligne, et puis on a l'impression qu'on a fait son devoir de citoyen. C'est sûrement très bien et indispensable, mais ça génère très peu d'interactions sociales, ça ne permet pas de monter en compétences, de commencer à diffuser, etc. Et je pense que bien au-delà de ça, les associations qui sont des associations de plaidoyer, comme Humanité et Biodiversité,
biodiversité, où finalement les politiques nationales et internationales de la biodiversité, il faut bien comprendre qu'elles partent de la base et elles émergent à partir de propositions et de revendications qui sont faites par des associations dans lesquelles des scientifiques, des experts, des militants, des bénévoles se retrouvent, échangent et disent mais comment on peut changer, comment on peut avoir un impact sur ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est malheureusement un petit peu en train de se perdre, c'est-à-dire que toutes les grandes associations perdent des adhérents. On est de plus en plus dans un militantisme alors de deux natures, hein, soit celui du CLIC que je viens d'évoquer, soit celui un peu du NIMBY, c'est-à-dire l'association hyper locale qui est plutôt contre quelque chose. Mais l'association qui va faire des propositions pour transformer la société, celle-là aujourd'hui, elle est en difficulté. Menacé un petit peu par ces deux tendances-là. Donc, si en tant que citoyen on se sent concerné, il y a des lieux pour ça. C'est les associations en loi 1901. Il y en a plein en France, je ne vais pas donner de nom, enfin j'en ai déjà cité quelques-unes. C'est essentiel. Alors, j'ai envie de dire, on y donne du temps, on s'investit, mais alors on y gagne tellement en rencontres, en acquisition de compétences, etc. Enfin, c'est l'école de la vie, quoi. C'est quelque chose qui est absolument formidable et qu'il faut promouvoir. Et je pense que d'ailleurs beaucoup d'entreprises l'ont compris aussi. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont des partenariats avec ces associations-là parce qu'elles ont reconnu cette compétence. Et donc voilà, il y a aujourd'hui besoin de faire réadhérer l'ensemble du public à ça. Alors c'est important, merci Emmanuel pour cet appel. On voit aussi, parallèlement à ça, de plus en plus de personnes mobilisées, y compris au sein de leurs propres entreprises, sans être nécessairement membres d'un mouvement associatif. On voit aussi en interne, on sait bien que les ressources humaines y sont très sensibles, les directions générales aussi, les développements produits, les recherches innovations, la R&D, etc., la RSE évidemment. Mais on a aussi une forme de militantisme du quotidien en interne. Vous, Marion Touchard, en tant qu'écologue chez Séché Environnement et le métier de l'écologue, on en parle beaucoup. Kalina rappelait qu'on était ici dans un grand cabinet d'architecture, Rougerie Tangram. On voit bien que les écologues sont de plus en plus là dans les équipes pour penser la ville de demain, comme le rappelait Kalina, mais aussi pour penser des sites industriels. Oui, tout à fait. On a une mission, on va dire, très intéressante au sein d'un milieu industriel. Mais je reviendrai sur le côté associatif parce que pour nous, c'est très important de s'entourer de sachants, même si on a des personnes en interne, donc de sachants qui vont permettre en fait une adaptation, comme on disait tout à l'heure, au territoire. Donc on travaille beaucoup avec les associations locales autour de nos sites. Donc je peux citer la Ligue de protection des oiseaux. Alors qui sont plutôt en opposition ou en construction? Alors en fait, eh bien, on est en toute transparence avec eux et on travaille avec eux. Donc effectivement, on pourrait être en opposition, mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont associés donc au suivi que l'on fait pour mesurer la biodiversité, pour voir la progression justement de la biodiversité de manière positive. Donc pour nous, c'est important de lier toutes ces parties prenantes. Et je reviendrai sur aussi la notion de consommation, parce que ça a fait écho également à l'entreprise Séché en termes d'engagement. Notre quatrième engagement est sur cette thématique-là, c'est-à-dire qu'on essaye de limiter l'impact que l'on a en tant que consommateur sur la biodiversité. Ça, c'est notre quatrième engagement. Donc, bien sûr, ça a une petite échelle, hein, pas comme le groupe L'Oréal, voilà, avec à peu près 5000 salariés, mais on a cette volonté-là que nos collègues, en fait, prennent conscience et passent de spectateurs à acteurs pour voilà, faire que tout à chacun ait sa responsabilité, parce qu'on a tous un rôle à jouer par rapport à ça. Absolument. Il nous reste à peu près 12 à 13 minutes à passer ensemble pour respecter le timing. Alors évidemment, on va quand même parler un peu de biomimétisme. Je vais notamment profiter de la présence, enfin Marion et Raphaëlla, vous êtes les bienvenus, mais de Kalina, de Delphine et d'Emmanuel, parce que il se trouve que ça commence à devenir une belle et longue aventure chez L'Oréal, entre L'Oréal, le Cebius, Biomexpo, etc. Emmanuel aussi, je le rappelais tout à l'heure, compagnon de route de la première heure de cette approche-là. En quoi, et prend la parole qui veut, le biomimétisme peut modifier les produits L'Oréal demain, peut modifier la façon de penser l'innovation et l'action de l'entreprise, peut modifier aussi notre rapport au vivant. Donc démarre qui veut, on n'a pas répété. Ah bah allons-y alors.
Alors, merci Alain pour la question, parce que déjà le biomimétisme, c'est comme on l'a dit un petit peu hier sur la fresque que vous avez présentée à l'UICN, c'est une affaire d'hommes chez L'Oréal. Alors pardon, excusez-moi Delphine, mais je voudrais qu'on salue Francis Pruch et Lucie Couturier, parce que vous les regardez du regard, on est un peu en public et c'est quand même les piliers du biomimétisme à la recherche avancée de L'Oréal. C'est ça, mes collègues compères dans le domaine du biomimétisme, et c'est vrai que c'est un domaine extrêmement intéressant, parce que quand on commence à mettre le nez dans le biomimétisme, on ne peut pas faire autrement que de plonger vraiment et de vouloir absolument déployer tout ce que l'on peut qui est basé sur le biomimétisme. Donc, pour répondre plus concrètement chez L'Oréal, en fait, c'est une vraie discipline scientifique que nous avons mis en place avec un groupe de personnes qui sont multidisciplinaires. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas d'experts biomimétiques dans la maison, mais par contre, on s'appuie évidemment sur le CBIOS en particulier pour avoir et développer toute cette expertise. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire que finalement, c'est un champ d'application assez large et qui nous permet, nous, de bâtir sur les expertises que nous avons en interne. Donc voilà, dans le groupe Biomime Réflexe, nous avons des chimistes, des biologistes, des physiciens, des gens qui travaillent la donnée informatique, etc., etc. Et en fait, ce qui est très intéressant pour nous chez L'Oréal, c'est que le biomimétisme est une façon de repenser la fonctionnalité de nos produits. On parle, bien entendu, et c'est le fondement du biomimétisme, et de parler des fonctionnalités du vivant. Et finalement, pour nous, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire, finalement, dans toutes les fonctionnalités cosmétiques que l'on délivre à notre consommateur, quelles sont celles qui sont existantes d'une façon ou d'une autre dans le vivant, et comment le vivant développe ses fonctionnalités. Alors voilà, le vivant en quelque sorte se lave tous les jours ou se nettoie, parce que voilà, quand on regarde la nature autour de nous, elle est belle, elle est propre. Donc comment la nature, par exemple, fait qu'elle soit propre au quotidien, comment la nature se protège des radiations lumineuses, solaires, etc. Donc, qu'est-ce que ça peut nous inspirer demain ? Comment la nature se colore, par exemple, comment la nature réagit le jour, la nuit, voilà, et toutes ces fonctionnalités-là qui sont des fonctionnalités finalement extrêmement intéressantes pour nous, de moins d'un point de vue de la cosmétique. Et la transposition, évidemment, passe par une vraie compréhension de ces systèmes biologiques, des interactions de ces systèmes biologiques, et du coup, de ne plus se suffire d'extraire de la nature des actifs, mais vraiment de regarder les fonctionnalités dans toute leur globalité. Voilà. Et donc c'est en ce sens-là que l'on s'appuie évidemment et que l'on travaille main dans la main avec le CBIOS pour bien comprendre ces fonctionnalités et comment nous pouvons les transposer demain. C'est un champ extrêmement intéressant et enthousiasmant, vraiment, vraiment. Merci beaucoup Delphine. À suivre, évidemment, à suivre. Kalina, cette aventure de L'Oréal dans le cadre du biomimétisme, on la connaît depuis un certain nombre d'années. Rapidement, quels sont les 2-3 facteurs de succès pour qu'une entreprise appréhende bien cette approche du biomimétisme ? Donc c'est vrai que depuis 7 ans, on a appris nous-mêmes, en avançant au CBIOS, à travailler main dans la main avec les entreprises, aussi bien avec les services de R&D que les services développement durable, puisque l'intérêt du biomimétisme, évidemment, c'est de se placer à la convergence des deux. Donc on a accompagné, je pense, à peu près 70 projets, plusieurs dizaines d'entreprises dans tous les secteurs d'activité, dont L'Oréal. Et c'est vrai, je dis pas ça parce que L'Oréal est autour de la table, mais c'est que L'Oréal a été vraiment exemplaire et on fait régulièrement maintenant intervenir même L'Oréal auprès d'autres entreprises partenaires pour montrer l'exemplarité de L'Oréal dans son appropriation de la démarche. C'est-à-dire que très souvent, encore aujourd'hui, et c'est quelque part assez légitime, les entreprises viennent nous voir en nous disant on veut un quick win, on veut montrer, faire une preuve de concept très rapide autour du sujet, ce qui est légitime pour montrer l'intérêt de la démarche. Et L'Oréal, très tôt, justement, a plutôt posé la question de façon plus globale, pas juste sur une petite prouesse technique sur un coin de paillasse à la marge, mais vraiment à poser des questions de fond.
sur l'hygiène de demain, comment limiter les impacts en eau, qui sont évidemment des enjeux majeurs pour l'ensemble de l'humanité et sur lesquels, Delphine l'a dit tout à l'heure, 1,5 milliard de consommateurs. On se dit qu'il y a un effet de levier quand même assez considérable, évidemment, d'une entreprise comme celle-ci. Et donc, je pense que ce qui a été un premier facteur de succès, alors, je parlais tout à l'heure des champions sur la biodiversité, pour le biomimétisme, c'est pareil, c'est qu'on a quelques champions de la biodiversité, je resalue à nouveau Francis qui est présent, qui ont finalement poussé cette thématique en interne. Mais bien sûr, le fait de la pousser ne suffit pas, il faut faire la démonstration que c'est intéressant, il faut poser des questions avec plus de recul, et je salue vraiment l'attitude de L'Oréal d'avoir oser poser la question du biométisme avec un recul plus profond sur les usages, ce qui permet finalement d'avoir un champ beaucoup plus large de créativité et une prise de risque au final moindre. C'est-à-dire qu'on explore plus largement, donc on a plus de chances de trouver effectivement un levier sur lequel ça va fonctionner. Donc voilà, poser la question plus largement, la porter à haut niveau de management au sein de l'entreprise, et puis faire cet exercice de se dire on va créer une cellule en interne, on va pas juste une fois de plus faire ça comme une singularité, mais on va l'intégrer dans la boîte à outils de l'innovation, de la conception. Et je pense que ça a été vraiment, pour moi, et pour l'ensemble, je pense, des accompagnateurs aujourd'hui, on va dire, de l'appropriation du biométisme, un facteur clé de succès de l'approche en interne, puisque il y a des premiers produits qui sont en cours de réflexion, qui on l'espère, auront tout l'impact que nous ambitionnons. Cet exemple de L'Oréal, ce qui est intéressant, c'est qu'il est reproductible. Et on est en train de commencer à faire la même chose avec RTE, et on l'espère avec d'autres très bientôt. Néanmoins, si j'ai 2 secondes pour compléter, le biomimétisme aujourd'hui, il se heurte à un frein principal qui est des enjeux de transdisciplinarité, de culture, de méthodologie, parce que Emmanuel le disait tout à l'heure, l'éducation aux sciences du vivant, elle s'arrête très tôt au cours du cursus. Tu parlais tout à l'heure du lycée, mais je pense qu'il y a certaines filières où ça s'arrête même encore plus tôt, où on l'arrête encore plus tôt. Donc il y a cette grande difficulté du coup de travailler à l'interdisciplinarité avec des gens qui ne sont pas formés à l'interdisciplinarité. Donc il y a des enjeux méthodologiques sur lesquels collectivement on travaille. Et puis il y a un enjeu d'accessibilité à la donnée biologique sous le format attendu finalement par des entreprises, et typiquement de l'ingénierie, ou alors à d'autres secteurs applicatifs. Aujourd'hui, la donnée biologique, elle est produite par des biologistes, essentiellement pour des biologistes, et c'est tout à fait logique. Si on veut faire de la bioinspiration, il faut être en capacité d'accélérer et de rendre accessible cette donnée et traduire cette donnée dans un format qui est finalement assimilable par le monde de l'entreprise et les différents secteurs d'activité. Et on est très heureux d'avoir pu lancer cette année un programme avec le Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle le programme Biomig, qui est soutenu par la BPI dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, pour finalement venir accélérer le transfert de connaissances de la biologie vers d'autres disciplines, notamment dans le domaine des matériaux, qui a évidemment un domaine absolument fondamental en termes d'impact sur l'environnement et transversal à tous les grands secteurs industriels. Je vous laisse réagir les uns les autres sur les 2-3 minutes qui nous restent pour ne pas vous frustrer, et peut-être Emmanuel pour rappeler que le biomimétisme peut aussi inspirer des approches écosystémiques, des approches territoriales. Au-delà, on en a parlé quand même aussi, de l'innovation produit. Donc voilà, je vous laisse libre antenne depuis le début aussi, mais sur les 2-3 minutes qui restent pour vous laisser vous exprimer, et après on se retrouvera pour une autre émission. Il y a aussi cette question... Non, le micro est coupé là. Si, ça y est, ça marche. De rapport au vivant qui vient d'être évoqué, et sur cette dimension culturelle aussi dont Kalina parlait. Donella Meadows, qu'on connaît entre autres, on connaît son nom de famille, on la connaît moins elle. C'est l'une des co-autrices du rapport au Club de Rome. S'est posé la question avec d'autres chercheurs de dire mais finalement pourquoi on ne change pas vraiment alors qu'on sait tout ? Pourquoi on ne change pas plus vite et plus massivement? Et en fait, elle est arrivée à une représentation schématique sous la forme d'un iceberg, d'ailleurs, qui est assez intéressant, où finalement, la partie émergée de l'iceberg, c'est tout ce qu'on voit tous les jours à la télévision, c'est l'actualité, c'est dans les grands titres de l'actualité, c'est les grands événements marquants. Mais tout ce qui est en dessous et qu'on ne voit pas, ce sont des structures sociales, ce sont des tendances de fond, et tout en bas de l'iceberg, c'est la question des schémas mentaux et finalement donc de l'inconscient collectif
ce qui fait le socle culturel d'une société aujourd'hui. Et en fait, elle a dit, mais tant qu'on est en haut de l'iceberg, on ne fait pas changer l'ensemble du système. Il faut attaquer par le bas, par les schémas mentaux, les représentations. Et la grande force du biomimétisme, c'est que ça ouvre la perspective de ce nouveau regard sur le vivant, de cette capacité de s'émerveiller sur cette biodiversité du quotidien qui nous entoure, parce que celle-là nous inspire aussi énormément à nous apprendre. On parlait en off juste avant des colamboles, on parle des tardigrades, etc. Je suis sûr que dans les jointures entre les pavés ici, dans cette cour, il y a des tas de tardigrades, il y a des tas de choses merveilleuses à regarder à l'ouïe binoculaire, et de montrer aux enfants et montrer au public que cette biodiversité, elle n'est pas seulement loin, elle n'est pas seulement exotique, etc. Elle est toute proche, elle est intime, elle nous concerne dans notre quotidien. De renouveler cette capacité d'émerveillement à travers les exemples du biomimétisme en disant, ben voilà, ça nous inspire ça nous apprend ça nous apprend cette nouvelle manière d'interagir avec le vivant, hein, bien au-delà de l'innovation technologique. Bah, ça peut changer quelque part, ce schéma mental. C'est ce qui peut tout déclencher. On va terminer avec vous, Raphaëlla Le Gouvello, présidente de Respect Océan, parce que cette approche vitale, ce besoin vital de réémerveillement, on est à Marseille, au bord de la Méditerranée, se réémerveiller de l'océan, de la mer, de la Méditerranée, c'est aussi la condition sine qua non pour nous aider à changer. Oui, et puis partir de la connaissance du vivant, et c'est très compliqué, on ne connaît pas grand-chose, hein, surtout en mer. Donc voilà, mais nous aussi, sur Respect Océan, je pense qu'on a des adhérents qui sont en train d'explorer le chemin du biomimétisme, avec la restauration, par exemple, les récifs artificiels. On n'a pas parlé, mais je pense que toutes les solutions fondées sur la nature, c'est dans le mouvement. On a un adhérent qui a récemment obtenu un prix, là, Phoenix, sur le remplacement des hélices de bateaux par la force de l'ondulation marine. Avec les systèmes des nageoires, en fait. Et c'est infiniment peut-être plus performant que les hélices classiques. Donc on voit bien que aussi c'est quelque chose qui commence à être intégré et qui va peut-être bien au-delà effectivement de l'éco-conception, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est la compréhension d'abord des fonctionnalités de la nature pour s'en inspirer. Donc c'est une démarche assez profonde en fait, et qu'il faut engager, et ça je trouve que c'est important que les entreprises qui s'engagent sur cette voie-là prennent cette dimension aussi. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci Marion Touchard, Séché Environnement, Emmanuel Delannoy, Picaya, UICN, Humanité et Biodiversité. Merci beaucoup Delphine Bouvier, L'Oréal, Kalina Raskin, Cebios, et Raphaëlla Le Gouvello pour Respect Océan. Merci d'être en face de vos écrans sur Facebook ou Zoom. On se retrouve tout à l'heure à 11h. On va parler, il faudra accrocher vos ceintures et vous accrocher aux accoudoirs, parce qu'on va recevoir 4 grands chercheurs. On va parler de recherche bio-inspirée à 11h pile. On a la chance de recevoir tout à l'heure Mathilde Clément pour Mycophyto, Alessandro Cozzi pour l'IRCEA, Claire Le Sieur de l'ENS Lyon, et Jean-Marc Linares de l'Université Aix-Marseille qui est venu en voisin. Donc merci, à tout à l'heure à 11h. Merci.